Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler d'allègement et peut-être de réparation de notre droit en quelques secondes. Mais tout de suite, les brefs de la semaine avec en matière de contrat, le fait qu'un acheteur ne peut invoquer le code de la consommation pour obtenir la nullité d'un marché public de location. Et dans cette même affaire, le recours abusif à une clause de reconduction n'est pas nécessairement un manquement grave au point qu'on ne puisse régler le litige sur le terrain du droit contractuel. Forte limite à la prolongation des concessions pour cause d'investissements nouveaux dans une affaire qui concerne les magnifiques carrières de Lumière et Château des Baux de Provence, c'est Anne Marseille. Et le Conseil européen a pris le taureau par les cornes pour lutter beaucoup plus fortement sur les subventions étrangères pouvant entraîner des distorsions dans le marché intérieur et donc notamment dans les marchés publics. Texte définitif à venir. Les préfets, alors, la CA de Paris nous dit, s'agissant des avantages collectivement acquis avant 84, que l'abstention d'un contrôle de légalité, à l'époque, qui doit être regardée comme délibérée, alors, si elle est délibérée, n'est pas évidemment un brevet de légalité, mais donne une sorte de présomption de légalité du dispositif adopté par la commune. Bon. Préfet toujours, vous savez que les préfets ont un pouvoir de police quand j'ai des troubles à l'ordre public qui dépassent le territoire d'une commune. Et puis quand c'est sur une commune, c'est le maire, et ça ne redevient le préfet que soit quand j'ai des polices spéciales, station classée pour la protection de l'environnement, ce genre de choses, ou quand il y a une carence du maire. Bref. Oui, mais si j'ai un trouble qui vient d'un établissement, en l'occurrence à un endroit où on fait du tir, paintball, etc., qui concerne qu'une commune, mais que les nuisances dépassent le territoire communal, on passe tout de suite au préfet ou c'est le maire qui peut agir? C'est le maire qui peut agir, ce qui compte c'est le site et pas le périmètre de la nuisance. En matière d'agents, alors, augmentation de plus de 15% du forfait télétravail, très bien. Clap de fin pour la publication au JO de l'ouverture des concours et examens dans la territoriale, important. Et un décret pour un versement d'un complément de traitement indiciaire pour certains agents publics, essentiellement les établissements sociaux, médico-sociaux et quelques autres assimilés. En matière d'urbanisme, lorsque j'ai une construction qui surplombe le domaine public, la demande de permis doit comporter l'accord du gestionnaire, même pour des simples balcons. Et là, c'est une petite révolution quand même. Décision intéressante du Conseil d'État aussi sur une majoration de volume constructible pour la construction de logements sociaux. Voici ici quelques détails. En matière d'intercommunalité, confirmation du jugement du TEA d'Orléans, commune de Gien, par les services de l'État, dans leur interprétation donc, sur le fait que ce sont bien les conseils municipaux qui doivent désigner les membres des CLET pour la FPU. C'est rarement respecté en pratique. En matière de contentieux, 1. Diffusion d'un intéressant référentiel de sélection des médiateurs à l'usage des juridictions administratives. La pornographie en ligne reste pour le juge administratif un fruit défendu si on est dans le cadre du contentieux des mises en demeure de l'ARCOM, donc qui bascule dans le monde du juge judiciaire. Et puis, confirmation que pour les expulsions, si j'ai pas d'électronique engagée par l'huissier, j'aurai pas de concours de la force publique. Contentieux toujours, l'intervenant ne peut pas se voir ni octroyer ni condamner à des frais irrépétibles. Bon, c'est pas tout à fait nouveau en réalité. En matière d'environnement, grosse actualité aussi. Alors, on a une filière pour les véhicules hors d'usage avec des récupérations gratuites. Cette filière est réorganisée avec la création d'un éco-organisme, c'était prévu déjà par la loi Jacquin, par un décret du 24 novembre 2022. Un petit toilettage aussi en passant par un décret du 28 cette fois-ci sur le droit minier. Et puis, les cours d'eau peuvent donner lieu à des contentieux de pleine juridiction. Donc, le juge va s'autoriser à corriger lui-même un arrêté préfectoral qui ne laisserait pas un débit en aval suffisant pour des raisons de biodiversité, de poissons et autres espèces animales ou végétales qui seraient dans le cours d'eau. Exemple intéressant du théâtre de Montpellier. Pour l'environnement toujours, de plus grandes exigences ont été fixées par un arrêté pour les diagnostics de performance énergétique des bâtiments et dans la même foulée, obligation désormais du contrôle du thermostat et puis GTB à terme. Voici ici des détails. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons à notre grand dossier. Faut-il alléger, voire réparer notre droit? Alors, déjà, il y a un effet de volume. En 2000, le Conseil d'État a fait un décompte et la France comptait, à l'époque, environ 9000 lois et 120 000 décrets. 8 ans après, on en était apparemment à 10 500 lois et 127 000 décrets.
La 14e législature, 2012-2017, aura vu l'adoption quand même de 448 lois, sans compter toutes les ordonnances qui s'en trouvent induites. En 2017, une circulaire du 26 juillet 2017 dit « Wow, c'est trop, il faut une maîtrise des textes réglementaires et de leur impact, et on va adopter la règle du 2 pour 1 ». Alors le 2 pour 1, c'était j'aurais 2 abrogations, 2 suppressions pour un nouveau texte, pour à terme avoir une diminution. Alors, principe, c'est bien, mais et ça a plutôt été appliqué d'une certaine manière, en tout cas dans les premières années, mais pendant la pandémie, c'était pas tout à fait ça. Mais on mesure aussi le caractère un peu artificiel de ce décompte, car une norme complexe peut remplacer facilement 3 anciennes normes simples, par exemple, ce qui fausse la statistique. Et d'ailleurs, l'inflation normative est bien demeurée en nombre de signes ou de mots. C'est ce qu'a constaté le conseiller d'État, M. Yosh Duval, en 2022, qui a estimé que le stock de mots pour ces normes, les normes au sens très large, y compris les collectivités, s'élèverait à environ 44,1 millions de mots, soit plus 93,8% entre 2002 et 2022. Bon, ça reste des choses relativement estimatives. Plaçons tout ceci aussi peut-être, un petit peu de zoom arrière, dans un contexte plus large. C'est un phénomène complexe. Il faut prendre en compte le fait qu'une partie de tout ceci, c'est la transposition du droit européen, de toute manière. Donc, nos marges de manœuvre ont leurs limites. 2. Ce que nous appelons droit, c'est diversifié. Il y a une montée en puissance du droit souple, avec l'arrêt de référence qui est désormais la Régistite 2020, et voire même une norme qui peut être législative sans être effective, ni même assortie de sanctions, Conseil d'État 24 octobre 2019, ce qui est une interprétation de la norme là aussi, quand même, d'une certaine élasticité. 3. Ne fantasmons peut-être pas non plus sur la supposée beauté d'un État qui serait peu normatif, car les sociétés complexes ont toujours produit un droit complexe. Et puis 4, il y a un problème aussi de la qualité du droit, et aussi de qui l'a produit. Car si nous constatons une forte augmentation du nombre d'ordonnances, cela peut aussi être considéré, par exemple, comme un dysfonctionnement de notre régime parlementaire, ou pas, mais c'est un sujet qui est connexe à celui que nous sommes en train d'évoquer ensemble. D'ailleurs, sur ces 3 derniers sujets, je vous renvoie à la lecture très intéressante de l'ouvrage qui s'affiche à l'écran de Denis Baranger. Denis Baranger qui nous avions déjà échangé sur ce sujet précis en 2019. Ce sujet est toujours d'actualité, et d'ailleurs le 14 octobre 2022, le Conseil d'État, avec le Conseil national d'évaluation des normes, a organisé un colloque intéressant sur la simplification normative. Ça peut être vu en rediffusion sur Internet aisément. Dans la même lignée, dès l'été 2022, le président de ce Conseil national d'évaluation des normes, l'ancien ministre Alain Lambert, a appelé de ses voeux un contrôle opéré par le juge, a priori administratif, sur la qualité et les études des fiches d'impact qui s'imposent en prélude à tout projet de loi. Avec un certain nombre de problématiques, parce que soit ça entraînera des censures, par exemple de textes réglementaires au motif qu'ils ont été pris en application d'une loi qui elle-même aurait été dotée d'une étude d'impact viciée, et là on obtient un sacré bouleversement, voire peut-être même un contrôle opéré par le juge administratif d'un processus législatif. Soit on renvoie au Conseil constitutionnel qui va déjà prendre en compte ces questions-là, mais peut-être à un autre moment. On pourrait même envisager une sorte de référé pendant la procédure parlementaire vers le Conseil constitutionnel si on estime que vraiment il y a des divises trop dirimants affectant une étude d'impact ou pas. On est sur des choses qui peuvent être tout à fait considérables dans notre équilibre institutionnel. J'ai voulu en parler avec le président Lambert. Donc, je le remercie d'être avec nous. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Première question, quels sont vos conseils pour que nous ayons des normes moins indigestes et plus lisibles? Mon conseil serait que tous les producteurs de droit prennent enfin conscience que la prolifération de leurs lois et de leurs règlements crée une crise systémique qui s'apparente à ce qu'on appelle en finance publique le phénomène boule de neige, c'est-à-dire quelque chose qui enfle en dévalant la pente, qui s'accroît inéluctablement et qui crée un cercle vicieux qu'on ne peut pas arrêter. Eh bien, notre droit aujourd'hui connaît exactement la même situation.
Les textes servent de vecteur de communication politique sans veiller à être utiles. Donc ils pleuvent chaque jour, ils sont bourrés de détails, ils sont bourrés parfois de contradictions, ils obligent à des ajustements permanents, d'où l'instabilité, leur nombre insensé et leur illisibilité. Donc je crois que le seul moyen de sortir de cette spirale infernale, c'est de fermer le robinet, c'est de fixer chaque année un nombre de signes maximum pour le journal officiel, afin de responsabiliser toutes les administrations centrales sur les textes qu'elles produisent. Et passons à votre proposition en matière d'études d'impact. À quel stade le juge interviendrait-il? Comment envisagez-vous ceci? Personnellement, je n'ai aucun doute sur la nécessité d'une étude d'impact car elle est très utile. C'est une obligation qui a d'ailleurs été fixée par le Constituant en 2008 et qui a été confirmée par le législateur organique en 2009. Elles étaient, je cite, destinées à améliorer la qualité des projets de loi et à mieux éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le gouvernement. Fin de citation. Mais voilà qu'elles ont été totalement détournées de leur objectif. On ne peut plus noble, objectif noble et utile, mais dévoyé en étant rédigé après les textes de manière désinvolte, inutile et souvent contre-productive. Alors quoi faire quand les textes les plus fondamentaux de la République sont ignorés ou sont négligés par les administrations centrales? Soit on les sanctionne, soit on supprime l'obligation, puisque les autorités qui sont chargées de faire respecter cette obligation renoncent à le faire. C'est donc sous une forme un peu provocatrice, je le reconnais, qu'un jour j'ai proposé de les supprimer. Non pas pour qu'on en arrive là, mais pour faire réagir un système resté totalement apathique et indifférent. Et c'est pourquoi, dans un second temps, dans une chronique, j'ai soumis l'idée de fragiliser, je dis bien, les textes dont les études d'impact auraient été négligées. C'est un pis-aller, j'en suis parfaitement conscient. Mais quand les institutions chargées de faire respecter nos institutions restent inertes, il faut essayer de les contraindre à se saisir du sujet. L'idée consistant à permettre, par exemple, à une administration publique locale, dans un contentieux qui l'oppose à l'administration centrale, d'utiliser comme l'un des moyens, pas le seul moyen, mais l'un des moyens, le défaut caractérisé de l'étude d'impact lorsqu'il a contribué à provoquer des difficultés d'application du texte qui est objet du contentieux. Il ne s'agit donc pas, selon moi, de créer un contrôle de toutes les études d'impact, mais d'autoriser le juge administratif à s'en saisir lorsque sa vacuité est à la source de la dégradation de la loi qui a entraîné un contentieux. Alors cela ne résout pas tous les problèmes, j'en suis parfaitement conscient, mais cela ouvre un débat sur l'urgente nécessité de réparer notre droit qui, je vous prie de le croire, est en aussi mauvais état que nos finances publiques. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis merci à vous. Au revoir. Pensez à vous abonner. À la prochaine fois.